Salut! Salut Justine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Pareil, Parce pas qu'en du plus, tout. il y a pas mal de fans dans la communauté des potiers. Il y en Oh a pas waouh! mal qui aiment beaucoup ton travail. Donc ça, c'est top. Eh ben, Euh, merci de me recevoir. Je suis hyper touchée j'étais hyper touchée que tu penses à moi pour venir discuter avec toi sur cette thématique. Et je suis ravie de participer à ton live. bon, super. Mais ouais, parce que je trouve que c'est vraiment deux mondes qui se complètent. Le monde des fleurs, le monde de la céramique, donc le monde des vases ou autres, tu vois, qui permettra de supporter toi, tes créations. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours justement vers le monde floral? Ouais, alors tout à fait. Donc moi, je m'appelle Justine. J'habite et j'exerce ma profession à Annecy, aussi ailleurs en France et dans le monde, mais mon atelier, on va dire que le camp de base est à Annecy. Ça fait un peu plus de 3 ans que je vis à Annecy et ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai monté Nedia Studio. Donc, pour résumer très rapidement nos activités, donc moi, avant d'être fleuriste, j'ai exercé une autre profession. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Ouais, à peu près. J'ai passé un CAP fleuriste. Je me suis formée auprès d'autres personnes qui font ce métier. À l'époque, je vivais en Italie. Je me suis très rapidement orientée vers plus la scénographie florale événementielle parce que c'était ce que j'avais, enfin, c'était mon projet depuis le début. Donc, j'ai travaillé avec un super studio de design floral à Milan où je me suis beaucoup formée. Plutôt événements autour de la Fashion Week, donc des installations pour divers événements et aussi beaucoup de mariages, ce qu'on appelle des destination weddings dans le milieu. Donc c'est plutôt des étrangers qui venaient se marier dans les jolies villas du lac de Caume. Enfin, en gros, c'était le cadre de mon apprentissage, ce qui était trop cool. Quand j'ai décidé de me lancer en tant que designer floral fleuriste, mon objectif c'était de tenir aussi ce type de clientèle, donc plutôt de l'événementiel particulier en mariage et plutôt aussi de la scénographie florale pour les marques. Donc ça, c'est mes deux cœurs d'activité. Aujourd'hui, au studio, on fait plein d'autres choses. Donc, les mariages et l'événementiel, scénographie pour les marques, la communication des marques, les shootings, ça reste une activité centrale. Mais on a développé aussi une offre de bouquets pour les particuliers. Donc, une fois par semaine, on fait des bouquets pour les particuliers ici à Annecy qui peuvent venir retirer chez nous. Et une offre d'abonnement pour les pros. Donc, pareil, sur base hebdomadaire, on va fleurir des lieux ici à Annecy. Donc, ça, c'est les petites nouveautés Trop 2024. bien. Et puis, en parallèle, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de faire un bouquin avec la maison d'édition Erol l'année dernière et de tourner aussi une vidéo avec la plateforme Domestika sur la scénographie florale. Donc ça, c'est un peu des expériences qui m'ont permis de toucher un peu à la partie transmission de mon activité. Et t'as Euh, aimé? et, et j'ai adoré. Donc aujourd'hui, la partie transmission, c'est aussi un pilier important de l'activité du studio. Là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai avec moi une jeune femme qui est là pour 2 jours et à qui je fais une sorte de stage en cours particulier. Donc pendant 2 jours, on balaye des thématiques qui lui sont essentielles pour son activité à elle, une petite formation sur mesure. Donc voilà, enfin, en gros, l'activité que j'aime bien appeler transmission, c'est rajouter aux activités du studio. Et là aussi, on a sorti un cours en ligne, nous tout seuls, avec une petite équipe de tournage, sur plutôt le fleurissement des tables. Voilà. Ok. En Bon, gros, top. pour résumer toutes mes activités. Donc, c'est pas mal. Ça va, Ouais, tu on fait t'ennuies plein pas, de quoi. trucs. Non, on s'ennuie pas du tout, je m'ennuie pas du tout. Donc, aujourd'hui, donc là, il y a pas mal de céramistes qui m'ont regardé ce live. Ouais. Donc, déjà, toi, est-ce que tu aurais des conseils par rapport aux formes de vases euh, à mettre en place pour les Ouais. fleurs? Alors moi, enfin, je vais vraiment vous parler de mon quotidien à moi. Et c'est vrai que dans mon quotidien, les vases que j'utilise le plus, et ceux pour lesquels je fais vraiment des recherches un peu plus poussées, ça va être surtout les centres de table pour les mariages. Parce qu'après, sur l'activité de fleurissement des marques, par exemple sur des grosses scénographies, j'utilise très peu de contenants apparents. Ça va être plus des structures qui se voient pas, des piliers, des contenants mais qui ont aucune valeur esthétique, qui vont me servir moi à venir mettre mes fleurs mais qui se verront pas.
Donc je dirais que l'expérience un peu, l'offre sur laquelle je fais plus un travail de curation sur mes contenants, ça va être bon, les abonnements, j'en ai parlé pour les pros, et puis aussi les mariages. Et sur les mariages, la pièce centrale, c'est souvent le centre de table. C'est un élément qu'on voit longtemps, puisque un dîner, ça dure longtemps. On est face aux fleurs pendant tout le repas. Donc, il y a un vrai travail on va dire de curation à faire, selon moi, sur cette pièce-là. Et donc, pour ces vases qui iront en centre de table, est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a des choses toi, qui te paraissent importantes à respecter? Alors, il n'y a pas vraiment de normes. Il y a plus des opportunités, différentes pièces. Moi, j'aime beaucoup utiliser des coupes, en fait. Donc, ça va être, tu vas me dire comment ça s'appelle. Il y a peut-être un nom que je ne connais pas. Mais vraiment une sorte de coupe de fruits Mhm. arrondie, un bol, qui est sur un petit pied. Et moi, c'est une pièce que j'adore parce que je trouve que c'est très élégant. Ça vient donner un petit peu de volume, encore plus de volume à la composition florale. Et puis, le fait d'être un peu en hauteur comme ça sur un petit pied, on a vraiment l'impression que c'est un petit bijou, quoi. Quand je dis c'est un petit bijou, c'est les fleurs à l'intérieur de nos vases apparaissent comme des petits bijoux. Elles peuvent retomber élégamment sur le côté du vase, redescendre un peu sur la table. Mais du coup, on a ce jeu de positif et de négatif entre les tables, entre les fleurs, la table et cette courbe du vase. Donc cette forme de coupe sur pied, moi c'est un élément que j'aime beaucoup utiliser et que je trouve qu'il est intéressant de pouvoir... Et alors, un truc supplémentaire, c'est que dans le commerce, sachez, chers amis céramistes, qu'il est très difficile de s'en procurer. Donc il y a aussi une opportunité commerciale. Bah, On c'est trouve clair. souvent c'est des vases classiques, donc le vase rond ou carré, mais en tout cas qui n'a pas forcément ce petit pied qui le met en avant. Ok. Donc là, tu parles de ces coupes sur pied. Euh, pour moi, une coupe, c'est assez ouvert. Est-ce Ouais. qu'il y a une règle de proportion, tu vois, pour que tes fleurs tiennent à l'intérieur? Alors il y a une règle, pas forcément de proportion, mais en tout cas il y a deux choses à prendre en compte. C'est déjà la taille. Donc si on a notre base, enfin notre vase rond, le contenant, et le pied, la hauteur totale ne doit pas être très très haute, puisque si on imagine une composition sur une table, il ne faut pas que les fleurs viennent chambouler les diverses conversations entre les hôtes. Il faut que les gens se voient. Au-delà des conversations, il y a aussi le problème des axes de vision. Donc au total, fleurs plus vase, on peut pas être, faut pas que ça arrive au niveau des yeux. Donc en considérant que, je sais pas, je vais prendre un mètre. On va dire qu'une bonne hauteur, selon moi, en tout, pied plus vase, c'est pas plus de 14 cm de hauteur, quoi. Pied plus bol. Ok. Pour qu'après, le fleuriste puisse avoir encore de la place au-dessus pour pouvoir faire vivre son art et pouvoir avoir plein de fleurs. Et dans une forme ouverte comme ça, comment en fait comment tu places tes fleurs? Autant en fait tu es dans un vase fermé, ça Ouais, c'est assez c'est simple. assez clair. Autant là-dessus, comment est-ce que tu places tes Ben, fleurs? il y a beaucoup de techniques différentes. Euh, En gros, euh, comme la coupe n'est pas très profonde, il va falloir trouver un élément en plus du vase pour que les fleurs tiennent et pour qu'on puisse les placer un peu comme on veut et ça fasse une structure en fait. Il y a plusieurs types de techniques. Moi, ici au studio, j'essaye de mettre en avant, et notamment quand j'ai toutes ces parties transmission, des techniques qui correspondent aux valeurs du studio. Donc, on va dire des techniques qui sont le plus éco-responsables possible. Donc, je ne vais pas vous parler de la technique la plus populaire qui consiste à mettre un gros pain de mousse florale. C'est une mousse florale, c'est en général, vous en avez tous vu, c'est une sorte de mousse faite de plastique qui vient s'imbiber d'eau. C'est ce qu'on apprend à utiliser le plus en CAP fleuriste. Donc, on va dire que l'apprentissage classique et traditionnel se fait surtout sur ce support-là. Moi, ce support-là, j'essaye de ne plus l'utiliser parce que la mousse florale en plastique, elle ne se recycle pas. Ça pose des vraies questions et des vrais problèmes écologiques. Donc, j'incite les gens à aller vers les autres directions. La plus courante, c'est celle du grillage à poules. Donc, on imagine notre belle coupe. À l'intérieur, on va faire une boule de grillage à poules. On va la mettre à l'intérieur. Donc, le grillage à poules, quand on va faire une boule, ça va créer des irrégularités et les fleurs vont pouvoir venir se piquer dedans. Donc, on a notre vase, on a notre boule de grillage à poules et par-dessus, on va venir mettre un bout de scotch pour que tout ça reste bien stable. Et une fois qu'on a cette structure prête, on va piquer nos fleurs. L'autre possibilité, c'est un outil japonais qui s'appelle le Kenzan.
euh, ou pique-fleur. Donc, c'est une petite structure en métal avec plein de pics dessus. Et moi, ce que je fais, c'est que pour Donc qu'elle ça, c'est reste ta bien. préférée. Non, ma préférée, c'est le grillage à poule. Le Kenzan, je l'utilise, mais un petit peu moins. Déjà parce que l'outil en soi coûte assez cher. Donc, bon, si j'ai un mariage avec une vingtaine, trentaine de compositions, j'ai pas encore 30 Kenzan à ma disposition. Et puis, moi, je travaille avec beaucoup de freelance. C'est vrai que pas tout le monde sait bien utiliser le Kenzan, alors qu'un grillage à poule, c'est facile, c'est aussi facile que de la mousse florale. Voilà. Donc, le Kenzan, je m'en sers, mais pas sur des centres de table, on va dire que je fais en série. Je m'en sers par exemple dans mes abonnements, ça peut m'arriver. Et donc ça, pour qu'il reste bien stable à l'intérieur du vase, pour pas qu'il ballotte pendant le transport par exemple, je lui mets autour un petit... c'est de la pâte à fixe de fleuriste. Il faut s'imaginer de la pâte à fixe un peu plus gluant que de la pâte à fixe normale. On vient le fixer à l'intérieur de notre vase, donc ça ne bouge plus. Et après, on va pouvoir composer par-dessus. Et on va dire qu'il y a une troisième technique, mais que je suis encore en train d'apprivoiser parce que c'est un nouveau matériau qui arrive sur le marché. C'est une poche qui s'appelle Ocean Push, un petit peu de pub au passage. Et en gros, c'est de la fibre de coco qui est agglomérée et rassemblée dans une espèce de membrane. Je ne me rappelle plus quel est le matériau, je pense que c'est peut-être de l'amidon. C'est un plastique naturel, quoi. Enfin, c'est comme du plastique, mais c'est biodégradable. Oui. Et cette petite poche, on va venir la gonfler dans l'eau. Donc, quand on la reçoit, c'est vraiment, ça fait comme de la matière. On a l'impression qu'il y a des petits cailloux à l'intérieur. On vient le gonfler, on vient le mettre dans notre vase toujours. Pareil, petit bout de scotch autour, c'est bien stable. Et on vient composer par-dessus, on vient piquer. Oh, bah, super. Voilà. Donc, il y a toutes ces méthodes-là. Donc, toi, comme tu disais, tes formes préférées, donc ce serait plutôt la coupe. Oui. Est-ce que tu aurais une deuxième forme préférée? Après, j'aime bien aussi, et là, je pense par exemple à mes abonnements. Quand on imagine une belle entrée d'hôtel, on s'imagine un beau desk bien joli, bien net. J'aime bien aussi les gros vases cylindriques, donc plutôt généreux, plutôt massifs. Donc un gros vase cylindrique dans lequel je vais pouvoir mettre des fleurs qui seront beaucoup plus grandes, des grandes hampes. Comme on pourrait imaginer par exemple des glaïeuls, tu vois, c'est une fleur très très longue. Des fleurs aussi longues que les glaïeuls, elles ont besoin d'avoir un bon maintien. Donc un gros vase cylindrique, pour moi, c'est une pièce importante aussi, une belle pièce. Et ces pièces un peu plus massives, ça permet aussi de mettre en avant le vase. Parce que tu vois, quand je te parlais des centres de table tout à l'heure, moi, mon métier, c'est de vendre des fleurs, c'est de faire de la fleur. Donc le vase, souvent sur mes centres de table, bien sûr, il a l'importance, mais il se voit un peu moins. Ce qui se voit, c'est la fleur. Sur des grosses pièces comme ça, qu'on pourrait imaginer sur un desk d'hôtel, je trouve que le vase, il a autant d'importance que les fleurs. Il est autant vu. Donc, pour moi, le choix, voilà, ça peut être intéressant d'avoir des grosses pièces. Et je m'attarderai plus sur l'esthétique, peut-être sur les couleurs ou sur ces matières. Je mettrai un peu encore en plus d'attention pour choisir ce qui me convient ou pour choisir des choses peut-être un peu moins neutres que mes centres de table. Mon centre de table, en général, la coupe, elle va avoir des coloris neutres pour pouvoir laisser le projecteur aux fleurs. Oui, ouais, super. Donc, comment les céramistes qui réalisent des vases pour les mettre en valeur vont essayer donc de placer des fleurs à Ouais, l'intérieur et nous, on n'est pas forcément formés pour ça. bien sûr. Est-ce que tu aurais quelques astuces pour agencer au mieux Oui. les fleurs et mettre en valeur ces pièces? Alors, je pense que moi, il y a, on va dire, trois choses qu'il faut qu'il faut avoir en tête quand on choisit des fleurs. Il y a bien sûr toute la partie couleur, donc réfléchir aux couleurs de nos fleurs par rapport aux couleurs de notre vase. Est-ce qu'on veut partir dans les mêmes gammes de couleurs? Et dans ce cas, on va travailler, je sais pas moi, notre vase est rouge et nous, on va travailler aussi un camailleux de rouge qui va vers le rose et peut-être vers le orangé. Donc, on aura quelque chose de très homogène, uniforme. Ou est-ce qu'au contraire, on veut travailler sur un travail de contraste? Donc là, je ne sais pas si notre vase est jaune, on va peut-être mettre des fleurs violettes pour avoir vraiment quelque chose de très, très contrasté. Ça peut être une première chose, la couleur. Ensuite, on peut aussi réfléchir à la matière.
Alors, j'y connais trop rien en termes de technique et de matière qu'on peut obtenir avec la céramique. Mais si j'imagine, par exemple, un vase avec une texture assez granuleuse, assez Hmm. rustique, comme ça, je pense que ça peut être intéressant de faire un contraste avec une fleur qui aura plus une texture veloutée. Donc, je sais pas, j'imagine des pois de senteur, par exemple, qui ont cet aspect très délicat, presque comme de la dentelle. Ça pourrait être intéressant de les faire vivre justement en contraste avec un vase qui serait très rugueux, très rustique. Et puis, donc couleur, matière, la forme également. Ça peut être intéressant aussi de jouer des contrastes. Donc, si par exemple on imagine un vase qui serait cylindrique et haut, ben pourquoi pas faire une composition qui soit elle très ronde. Donc jouer sur des choses très géométriques. Ou alors, inverse, on a notre vase qui est cylindrique et haut. On va jouer la symétrie et faire une composition elle aussi très cylindrique et très haute. Donc forme, matière, texture et couleur. Ok. Donc, au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a des tendances particulières au niveau des vases, au niveau des fleurs? Quelles sont les tendances à venir? Alors, moi, je suis pas un cabinet de tendance, mais donc j'aurais du mal à te répondre sur les tendances. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai une appétence pour la couleur qui est assez évidente quand on regarde mon travail, je crois. Donc, j'aime bien les choses, j'aime bien les vases colorés. J'aime bien les matériaux colorés de manière générale. Et j'ai l'impression quand même, par exemple, si on parle du mariage, que cette tendance-là, enfin cette tendance que ça devient une tendance en fait. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à imaginer mon business il y a 4-5 ans, j'avais fait une petite étude de marché, j'arrivais à Annecy, je ne connaissais pas la ville, donc j'avais regardé un peu ce qui se faisait en termes de mariage ici, et j'avais surtout vu des choses très classiques ou très bohèmes. Donc du coup, on était dans des coloris plutôt neutres, terracotta, nude, ce genre de choses qui, moi, de manière générale, me plaisent un peu moins. Et donc, je m'étais dit, bah, super, moi, j'arrive avec de la couleur. Du coup, je vais avoir une offre totalement diversifiée. Aujourd'hui, il y a plein de fleuristes qui ont embrassé la couleur et on est sur le domaine du mariage en particulier en train de voir arriver des personnes qui s'amusent de plus en plus avec la couleur et je trouve ça génial. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 4-5 ans, ou qu'on voyait un peu moins. Donc, euh, même si d'un point de vue concurrentiel, du coup, ça me pose un problème puisque je ne suis plus la seule. Je trouve ça vraiment chouette. T'as eu le temps, t'as pu faire ta place, et puis après, c'est Bon, en comme. même temps, j'ai pas inventé la couleur, hein, mais disons que je vois de plus en plus de monde travailler des teintes qu'on ne voyait pas forcément il y a quelques années. Et je trouve que c'est une belle opportunité aussi pour les céramistes parce que ça les sort de choses qu'on avait l'habitude de voir. Mais tu vois, c'est ça aussi en céramique. Tu vois, pour l'instant, je pense qu'en céramique, on est un peu, comme tu disais, les teintes naturelles, tu vois, le côté terre, la terre brute et tout. On y est encore, mais j'ai l'impression que c'est un peu la fin Ok, et qu'on revient, nous aussi, dans le cycle des couleurs. En fait, c'est un cycle, quoi. c'est Je cyclique, pense ouais. que pendant quelques années, on sera dans les couleurs, il y en aura un petit peu marre, on reviendra sur le naturel et Tout à fait. on repartira là-dedans. Ok. Ok, donc on a fait un petit peu le point sur ton parcours, on a fait le point un petit peu sur les types de vases. Est-ce que tu aurais des conseils au niveau de l'entretien des vases? Pour toi, qu'est-ce qui te paraît important, tu vois, là-dedans? Alors, moi, au-delà de l'entretien des vases, c'est plus juste, enfin, au-delà de l'entretien des vases pour la pérennité du vase, c'est aussi l'entretien des vases pour la pérennité des fleurs. Parce que ben, on travaille au quotidien avec un matériel qui est périssable et être fleuriste, en fait, c'est une course contre la montre perpétuelle euh, pour avoir bah, la fleur qui fleurit au bon moment. Tu vois, par Oui, ça exemple, si c'est on retourne sur la thématique hyper du mariage, éphémère. ouais, si on retourne sur la thématique du mariage, ben, j'ai des fleurs qui mettent parfois une semaine pour s'ouvrir. Mais bon, c'est pas une science exacte, donc peut-être qu'elles vont mettre en fait 5 jours. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient belles à le jour J de mon mariage. Donc il y a toute la partie un peu gestion de la vie de la fleur à pouvoir prendre en compte. Et il faut savoir qu'une fleur, quand elle est ensuite dans un vase, elle est du coup dans un environnement qui n'est pas du tout stérile, puisqu'il y a des bactéries dans l'eau qui se créent. Et ça va venir en fait réduire le temps de vie d'une fleur dans un vase. Donc, la propreté des vases, elle est vraiment essentielle quand on est fleuriste.
D'ailleurs, quand on commence, moi je me rappelle de mes débuts en CAP où je faisais des stages dans des boutiques de fleurs. Quand tu arrives, on ne te fait pas forcément faire des bouquets à 400 euros seul. Par contre, on te demande de laver les vases et tu en laves un certain nombre pendant un certain temps. Mais parce qu'en fait, c'est essentiel d'avoir des vases qui soient tout le temps clean. Donc, je me rappelle plus de ta question exacte, mais ma réponse à cette question, Ouais, c'est oui, la c'était propreté. comment entretenir les Ouais. conseils d'entretien du vase. Donc, en fait, vraiment, la propreté du vase. Moi, les vases, quand on revient d'événement, ils sont lavés une première fois et ensuite, ils sont lavés avant de les utiliser pour l'événement suivant. Bon, parfois, ils sont pas forcément lavés quand ils reviennent à l'atelier, mais en tout cas, quand ils sont utilisés à l'événement suivant, il faut absolument qu'ils soient clean pour que la fleur soit dans un environnement qui soit le plus propre possible. Au niveau des matières, donc là, on s'est axé sur la céramique, Oui, mais quels sont les avantages pour toi en tant que fleuriste de travailler avec un vase céramique, avec un vase en plastique, avec un vase en verre? alors, moi, donc le plastique, je m'en sers, mais c'est jamais quelque chose qui va être exposé. Le plastique, quand j'utilise un contenant en plastique, il n'a pas du tout de valeur esthétique, il va être totalement caché. Euh, le vase en céramique, pour moi, en tout cas, quand je pense à la collection que je peux avoir au studio de céramique ou de porcelaine, ça va être des vases qui sont beaucoup plus travaillés, qui ont une vraie valeur esthétique. Si je réfléchis à tous mes vases en verre, ils sont principalement transparents. Le vase en verre, pour moi, c'est le vase neutre. Le vase en plastique, c'est le vase qu'on ne voit pas, c'est le contenant, on va dire, technique. Et le vase céramique, ça va être le petit atout esthétique de ma composition, en gros. Ok. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour toi, ou pour vous. Euh, il m'est arrivé d'avoir des vases en céramique qui soient poreux. Et du coup, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des soucis Ouais, non, mais ça arrive. voilà. Et j'ai toujours un petit peu peur, enfin en tout cas quand j'utilise des vases pour la première fois, je fais toujours un test avant à l'atelier pour vérifier qu'il n'y ait pas de... Mais je te parle pas d'une flaque énorme, hein, mais une certaine Oui, c'est ça. En fait, porosité et une humidité. ça suinte un petit peu par la base, quoi. Exactement. Mm. Et pour moi, ça, c'est un véritable problème. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'un vase est... C'est l'émail que tu vas mettre? Qu'est-ce En qui fait qu'un vase sera fait, poreux ou pas? c'est que l'émail à la base n'est pas totalement vitrifié, en fait, qu'il y a Ok, quelques petites fissures et que, tu vois, même si c'est une terre qui se cuit à haute température, s'il y a un peu de chamotte, s'il y a un petit peu de grain, il y aura toujours une porosité. Et c'est pour ça que ce que tu peux faire, normalement, tu peux avoir un liquide d'étanchéité, en fait, que tu rajoutes après, en fait, ton émail. ok, En fait, tu vas émailler ta pièce. Voilà, tu ouais. prépares ta pièce. Et si tu veux être vraiment, vraiment sûr de ne pas avoir ce petit problème, ça, tu peux le faire dans toutes les pièces qui ne sont pas alimentaires. Donc, pour les vases, c'est bon. Tu achètes un liquide d'étanchéité, tu le verses à l'intérieur et après, je pense qu'il faut le laisser sécher, je ne D'accord. sais pas combien de temps. Donc ça Et peut ça être te fait par permet nous, hein. d'avoir Pas une forcément par le surcouche céramique. supplémentaire. Et toi, tu peux faire ça. Ok. Parce que je te dirais que moi, le frein que j'ai, le frein Hmm. qui est rapidement levé, hein, mais c'est souvent ça, c'est de se dire, est-ce que cette pièce que je vais mettre sur le joli banc, justement que je te dis sur le joli hall de mon hôtel, est-ce qu'elle va pas laisser une trace qui ne partira C'est jamais clair. sur ce magnifique bois qui coûte très cher. Donc c'est un petit peu à chaque fois Et bien le qui ça, me pose. soit si tu bosses en collaboration avec un céramiste, tu lui demandes de Ouais, rajouter en fait ce liquide d'étanchéité à la fin. je le Soit fais ça. toi-même tu le fais. Je Ok, te le tu vois, je passerai savais le pas que lien. ça n'existait pas existé. Merci. Euh, pour clôturer le tout, parce que ces interviews durent une demi-heure et on y est presque, est-ce que tu aurais trois conseils à partager? Donc on a partagé quand même pas mal pour des céramistes qui veulent se lancer dans le monde des vases et des fleurs. Ouais. Imaginons, on veut travailler avec toi, quel conseil tu donnerais? De bien cerner mes besoins alors attends, ça c'est peut-être un petit peu bateau, mais oui, je pense que tu vois moi, pour l'instant, et c'était une question enfin, qu'on avait évoquée, c'est que j'ai pas encore fait de collection de vases comme un restaurateur pourrait faire une collection
d'assiettes. Mais c'est quelque chose auquel je pense depuis quelques années et j'aimerais bien mettre en place avec un céramiste. Mais du coup, ouais, il faut bien cerner les besoins. Donc, savoir le fleuriste, est-ce qu'il fait du mariage, est-ce qu'il fait plus de l'abonnement, enfin voilà, et pouvoir répondre à ses besoins avec des pièces qui sortent de l'ordinaire. Et surtout avec des pièces qui ne sont pas des pièces qu'on voit partout. Parce que aujourd'hui, je le vois, enfin, je pense qu'au début de mon activité, je me suis surtout concentrée sur le contenu, donc les fleurs, et moins sur le contenant. Et aujourd'hui, je commence déjà depuis un moment, mais j'apporte autant d'importance au contenant qu'au contenu. Et donc, proposer des choses qui soient un peu enfin pas des choses qu'on peut trouver facilement dans le commerce, surtout qu'en général, une pièce faite par un céramiste, évidemment, elle a un coût plus élevé qu'une pièce classique du commerce. Donc, c'est savoir avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à une pièce que je peux trouver moins chère chez Zara Home, par exemple. Et cette valeur ajoutée, évidemment, vous l'avez, mais pouvoir l'expliquer et la mettre en avant. Comprendre. Ouais. Voilà. Du coup, il me reste 2 conseils à donner, c'est ça? Tu m'en as demandé 3. Je pense que les dimensions de base, c'est quelque chose aussi à bien appréhender. Parce que nous, selon le prix des pièces qu'on vend aussi, on va pouvoir utiliser des vases plus ou moins grands. Plus le vase est grand et plus il faut mettre de matériel dedans. Donc ça veut dire que la composition coûte cher. Donc bien appréhender et peut-être avoir des offres qui couvrent différentes dimensions de composition florale. Et si je devais donner un dernier conseil, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que la couleur, c'est quelque chose d'important qu'il faut bien appréhender. Donc, est-ce que on considère que le vase a plutôt des coloris neutres parce que le fleuriste en face va vouloir mettre en avant plutôt ses fleurs que le vase, et ça, il faut savoir l'accepter parce qu'on fait des métiers qui sont complémentaires, mais nous, on a quand même envie de mettre en valeur nos fleurs. Ou est-ce qu'on va travailler des pièces qui sont très stylisées, très caractérisées, très colorées, et que le fleuriste devra s'adapter à ces pièces-là. Parce qu'en fait, quand on a un objet, en tant que fleuriste, quand on a un objet de design très présent, avec beaucoup de caractère, il faut qu'on arrive à harmoniser les fleurs et le contenant. Et c'est un petit peu plus difficile que d'avoir un contenant neutre, et là, on a juste à penser à nos fleurs. Bon, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Justine, pour tous ces partages. Je n'ai pas relayé, mais il y avait beaucoup de petits messages qui disaient « Ah, j'adore ton travail, trop bien. » Voilà, tu regarderas. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Très bonne continuation à toi dans tous tes projets. Et moi, je voulais faire une petite dédicace à 2 céramistes d'Annecy, donc Studio d'Éther, qui je sais, est un fervent... qui suit ton compte et qui regarde tes lives, et puis aussi l'atelier chez elle, qui est un autre atelier d'Annecy. Donc voilà, petite dédicace à mes 2 céramistes locaux. Bon, top. En tout cas, merci beaucoup. Et tu as un petit message aussi de Justine des Petits Porcelaines qui t'aime beaucoup et qui m'était super intéressant. Merci. Bon après-midi continuation à tous. Et au plaisir. Et merci à tout le monde d'être toujours là pour ces lives. Bye bye. Ciao, salut.